are you guys? Bonjour, comment ça va? Awesome. I love that introduction. J'adore cette introduction. It's funny because C'est assez amusant parce que it sounds so much better in French. ça a l'air tellement mieux en français. Jeremy McCain, mais avec un accent français. Bon, enfin bref. J'aimerais bien que ça se passe comme ça aussi dans des soirées cocktails, des gens qui viennent vers moi et qui me demandent « Mais et vous, vous faites quoi ?» Moi, je suis Jeremy McCain. Bon, bref, c'est super d'être ici. Je trouve que cette scène est un peu folle, hein? Non? Vous ne trouvez pas? J'ai reçu un coup de fil de Ronan qui m'a dit « On aimerait beaucoup que vous veniez. Est-ce que vous connaissez la Bretagne ?» Alors j'ai dit « Bah oui, vous avez le meilleur beurre du monde. » Bon, alors on ne s'était pas rencontrés encore. Hein. Alors il s'est dit « Oh là, un Américain du Texas qui aime le beurre. » Qui aime les gourmandises. Oh là là, c'est un fake, ce garçon. Bon. Et alors, on m'a fait, je sais pas, une espèce de scène que pour moi, là, bon, peu importe. Allez, je suis très, très content d'être ici. Je trouve que cet endroit est extraordinaire. Ronan m'a un peu promené hier. Et je trouve qu'on devrait les applaudir parce que ça se passe très bien ici. Alors nous allons parler des océans. De l'océan, c'est quelque chose que je chéris beaucoup, mais j'aime bien avoir une conversation au sujet des océans parce que j'ai l'impression que la plupart du temps, on se perd un peu dans ce monde à force de faire des discours, etc. Mais en même temps, raconter une histoire, c'est sympa aussi parce que les gens du Pacifique, les gens des océans le font aussi, ils racontent des histoires. Et ça fait très longtemps qu'ils le font, ça fait des dizaines de centaines d'années. Donc, je vais d'abord donc vous dire deux mots sur ma personne et en plus, je vais vous parler de l'innovation et de quelle manière l'innovation compte dans notre vie. Je crois que la première chose que j'aimerais vraiment mentionner, c'est que j'aime bien démarrer en disant que j'ai reçu un coup de fil d'une bonne amie et qui me dit « Écoute, moi, j'ai une bonne amie aussi qui ne va pas très, très bien. Elle est très malade. » Elle est très malade et voilà, c'est très embêtant. C'est une personne sur laquelle j'ai quand même pu m'appuyer toute ma vie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je la prends pour acquise, voyez, cette amie. En fait, c'est l'océan. Et dans cette salle, nous ne sommes pas dans l'océan, nous ne sommes pas près de l'océan, mais enfin, on n'en est pas loin. Hein. On en est certainement plus près que le Texas. C'est vrai que la plupart du temps, les gens me disent « Ah bon, mais ce type, il vient du Texas et il va nous parler d'océan, c'est quand même un drôle de truc. » Ben oui, mais chaque bouffée d'air qu'on respire, ça vient de l'océan. L'océan joue un rôle important dans nos vies. Et donc, j'ai commencé ce processus des océans de travail que j'ai mis en place à partir de la discussion, parce qu'en leur disant, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'environnement enfin oui, voilà, quand on veut vraiment devenir très, 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 très spécifique, on va me dire que, eh bien oui, les baleines font des paix, et les poissons aussi, c'est bien connu, dans la mer, et puis il y a des tas de choses qui sont pas forcément très sympathiques à voir, mais bon, voilà. C'était juste une manière d'entrer en matière au sujet des océans. Voilà, quand on a une relation enfin, comme moi, avec mon ami, voilà, je vous disais tout à l'heure, je la prends pour acquise. C'est un petit peu la même chose pour l'océan, c'est un petit peu la même chose avec une épouse, avec un enfant, avec un copain. Ils sont là, quoi, c'est bien, ils sont là, mais bon, voilà, c'est comme ça, on se pose pas beaucoup de questions. Et pendant des années, les gens se sont dit, tiens, on va pouvoir se servir de cet ami, donc l'océan, comme d'une poubelle. Et ils ont tout vidé dedans. Ça, c'est un petit peu le cycle dans lequel on est. Hein. Et puis, il y a la ligne d'horizon. On regarde cette ligne d'horizon magique et tout ce qui se passe en dessous, la plupart du temps, disparaît, en tout cas à nos yeux. Depuis que je suis tout petit, j'ai été fasciné par les océans, depuis toujours. Je ne peux même pas vous dire
Pourquoi? Peut-être parce que ça me rappelle quelque chose de plus grand que moi. Quand je vivais avec mes parents, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent voir mes grands-parents et mes grands-parents habitaient au bord de l'océan. Et moi, je me souviens de ça quand j'étais gamin. Oh là là, j'attendais ça avec impatience. Aller voir la mer. Et c'est vrai, c'est un truc qui vous littéralement envahit l'esprit. Et ça ne m'a jamais quitté, ce sentiment de grandeur, de liberté. Et puis de nos jours, eh bien, évidemment, je me balade pas mal hein, dans des endroits quelquefois un petit peu bizarres. Et quelquefois, je me dis... Enfin, quelquefois, je mets des jours à atteindre ma destination. Et à chaque fois, j'ai l'espoir que je vais pouvoir échapper à ce côté poubelle. Quelquefois, je vais dans des endroits où il n'y a pas d'être humain, 900 kilomètres à la ronde. Mais il y a des traces de l'humanité. Et quand vous volez au-dessus de la mer, vous regardez par le hublot et il y a 3000 pieds et puis voilà, il y a cette immensité en dessous et vraiment, ça me brise le cœur de me dire qu'on continue à y mettre des ordures et qu'on pratique la surpêche. Mark Erickson est le fondateur de Five Jars. Il vient de faire une expédition dans l'Arctique et ils ont trouvé qu'il y avait là-bas des micros et des nanoplastiques dans des endroits où il n'y a jamais eu trace d'homme. Ça, c'est vraiment en ce moment ce que nous essayons de mettre en place. C'est un genre de bilan plastique. Il y a le bilan CO2, il y a le bilan plastique. Et j'utilise souvent ce mot de bilan plastique parce que si on perd cette bataille, enfin, je voudrais pas partir battu, hein, mais si on la perd, eh bien, c'est exactement ce qui restera. On ne va pas nous laisser des fossiles, on va nous laisser des mers de plastique. Et c'est quand même dommage. Et plus tard, on dira de nous, si jamais un jour la Terre est repeuplée, sait-on jamais, ils vont dire c'est dingue parce que ces gars-là, ils savaient comment organiser leur vie, ils savaient faire plein de choses, mais ils n'ont pas su sauver le monde dans lequel ils vivaient et duquel ils dépendaient. Alors, évidemment, je ne peux pas faire ici le catalogue de toute l'innovation qui nous entoure, hein, parce que vous en savez certainement plus que moi. Et puis, j'ai pas non plus envie de brosser un tableau trop négatif, parce que sinon, vous allez sortir d'ici déprimé, et c'est pas du tout le but. Mais il y a 2-3 innovations et 2-3 concepts qui sont intéressants et qui nous permettraient de sortir justement de cette situation déprimante et de ce bilan plastique. Alors, ce que j'aimerais que nous ayons en tête quand nous allons partir d'ici, tous, c'est que peu importe d'où vous venons et ce que nous faisons, etc., c'est que nous prenions conscience qu'en raison de notre passivité, nous ruinons tous la planète. Ce matin, je me suis levée et je me suis dit, voilà, comment peut-on imaginer qu'on va ruiner la planète? Enfin, c'est un concept complètement dément. Évidemment, vous allez chez Starbucks, vous prenez un café, on vous donne une tasse avec du plastique. Enfin bon, si jamais je dois aller chez Starbucks, j'y vais pas souvent, mais je vais pas demander une tasse. Enfin, à l'origine, j'y vais quand même que pour boire du café. Je ne veux pas avoir une tasse en plastique, ça ne m'intéresse pas. Donc finalement, j'y vais avec ma propre tasse. Il y a un concept durable, hein, ça n'avance pas comme j'aimerais, mais voilà. Il y a un concept développé par Vessel. Ils sont installés dans le Colorado. Ils ont une idée géniale. Ils recyclent tout ce qui est en acier. Et surtout, ils refont à partir de là des tasses, des mugs, enfin des contenants, en tout cas, qui sont réutilisables. Et je pense qu'il y a plein d'idées comme ça. En ce moment, on est dans cette phase de prise de conscience qui permet justement à tout un paquet de gens d'essayer de sortir de cette situation désespérante. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'emmener ces tasses avec nous? Eh bien, c'est parce qu'on est toujours occupé. On est épuisé. Comment ça va? Je suis épuisé. Je travaille trop. On entend ça tout le temps. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Je veux dire, un rat dans une cage aussi, il est occupé, hein. Il a du boulot d'une certaine manière à tourner en rond. Ma grand-mère a 85 ans. Elle me dit souvent, mais qu'est-ce qui va pas? Tu peux pas t'asseoir, boire un coup, un café, et puis avoir une conversation tranquille? Eh oui, c'était une autre manière de faire, mais c'est un problème culturel. On a tous ce problème-là en commun.
être occupé, avoir beaucoup de choses à faire. Alors certaines personnes ne croient pas au changement climatique, ne croient pas que c'est la main de l'homme qui a façonné le changement climatique, etc., que la pollution aussi a été façonnée par les hommes. Bon, on peut ne pas y croire, mais enfin quand même, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont évidentes. Vous regardez le ciel est gris, vous vous dites tiens, il va pleuvoir. Ou vous regardez de l'eau en train de bouillir, vous vous dites ah tiens, ça bout, donc ça va être chaud. Ça, c'est évident. Mais la pollution, on la voit aussi quand on regarde. Si on est un petit peu attentif, on la voit. On voit bien le changement climatique, nous aussi. Vous connaissez le mot anthropocène. C'est la période dans laquelle on vit. C'est là où l'homme façonne son empreinte sur le climat et sur le monde, la planète. Alors, avant de revenir à parler de ça, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur moi-même. Donc, je vous ai dit que quand j'étais plus jeune, j'aimais l'océan, mais j'aimais aussi beaucoup les problèmes, parce que j'avais très envie de savoir comment résoudre des problèmes. Par exemple, un jour, on m'a offert à Noël une voiture téléguidée, et puis j'ai dépioté la radio pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai réussi à la remonter en réutilisant toutes les pièces que j'avais démontées. C'était déjà bien, mais j'ai toujours voulu comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu comme moi, qui ont cette façon de penser. On aimerait bien savoir comment ça fonctionne. En tant qu'artiste, j'ai fait pas mal de travail artistique, bien sûr. J'ai fait des choses... Oui, j'ai fait des choses qui sont belles, avec des gens magnifiques, des paysages magnifiques, et puis aussi pour comprendre l'océan, etc. Mais je trouve ça toujours, enfin maintenant, avec le recul, je trouve ça un peu creux. Et quand j'ai voulu comprendre comment était ou quel était le lien entre la mer et les gens et le monde dans lequel je vivais, là, je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Un jour, je suis allée en Australie. Et je me souviens qu'il y avait du plastique partout. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il va falloir faire quelque chose. Pourquoi à l'époque, on n'en parlait pas trop, mais je me disais, je vais aller à Camilla Beach, qui est la plage la plus polluée des États-Unis, après avoir été en Australie, donc de retour à la maison. Et je suis allée en pèlerinage avec mon ami Ashley Baxter, qui est ici. Et on s'est dit, bon allez, on y va, on va voir cette plage hyper polluée et on va regarder ce qui s'y passe. Et puis on s'est dit, tiens, nous deux, on va faire un peu de nettoyage. C'est un boulot dingue, parce que je vous dis pas les monceaux de plastique qu'on y trouve, enfin en tout cas de débris, de poubelles, de tout ça. Mais en fait, mais avant même de partir, enfin, ou sur le point de partir, on a découvert qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de route pour y aller. Enfin, bon, j'avais loué une Jeep. Et normalement, j'aurais pas dû quitter la route. Mais enfin, bon, voilà, là, on était sur une espèce de piste. Enfin, on a roulé sur un terrain vraiment absolument dément. Mais quand on est arrivé là-bas, il y avait beaucoup de vent, genre 50 nœuds. Et puis la voiture bougeait, tanguait comme ça, comme si on était sur une autoroute, mais vide et avec un vent incroyable, ou sur une piste de décollage ou d'atterrissage dans un aéroport. Bref, il y avait partout ces bouts qui volaient partout, des bouts de plastique, des bouts de papier, des bouts de... Voilà, et ça remplissait les creux. Enfin bon, bref, on est arrivé au bout de ce périple. Et ça, c'est cette plage-là, Camilla Beach. Et on a commencé à regarder un petit peu tout ce qui s'y trouvait. On s'est dit, oh là, on va collecter tout ce qu'on peut, récupérer tout ce qu'on peut, et puis on va mettre ça dans des sacs et on va l'emmener ailleurs. Au fur et à mesure que je faisais ça, je me disais, mais en fait, je ne fais rien. Je suis en train de prendre les débris d'ici pour les mettre là. Ça n'a aucun sens de faire ça. Alors, Ashley et moi, on en parlait pendant qu'on essayait de récupérer à droite à gauche tout ce qui s'envolait. Bon, puis je lui ai dit, il faut qu'on trouve un autre endroit pour ça. Et elle m'a conseillé la chose suivante. Elle m'a dit, mais il y a des trucs intéressants là. Regarde cette chose-là. Vous voyez, c'est un bout de plastique, enfin c'est ce qui reste un contenant qui contient de l'essence. On s'est dit que voilà, on va essayer d'en faire quelque chose. Ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait essayer de retracer leur origine. Alors quelquefois c'est pas du tout possible, mais quelquefois il y a des indicateurs.
Par exemple, on a trouvé une bouteille Pyrex, par exemple, donc en verre, et il y avait la date de 1871. Bon, on s'est dit, c'est dingue ça, et c'est resté là pendant tout ce temps-là. Bon, évidemment, le verre, hein, c'est solide. Enfin, ça se dégrade pas, ça se casse, mais voilà. Et on s'est dit qu'on pourrait faire ça un petit peu pour tout ce qu'on allait trouver sur cette plage. On a commencé à chercher, on a tout mis dans le coffre et puis on est reparti vers l'aéroport avec notre Jeep. Et puis, la plupart du temps, vous savez, vous retournez à l'aéroport et on vous dit, monsieur, vous avez des liquides, vous avez des batteries, vous avez des armes. Hein, moi, je viens du Texas. Hein. Vous avez des armes à feu, etc. Et j'ai dit non, j'ai des ordures. Alors là, la dame, elle est restée bouche bée parce qu'elle savait pas quoi dire. Quoi. Comment ça, des ordures, hein? Alors je lui ai dit, bah oui, parce qu'il y a des gens qui jettent tout n'importe où. Et moi, j'ai trouvé où? J'ai trouvé un endroit qui était rempli d'ordures et donc je vais les ramener et je vais surtout les ramener aux gens qui les ont laissés là. Bon, bref, voilà. Regardez cette chose ici. On est reparti à Dallas. Hein. Et enfin, vraiment, on avait envie de travailler sérieusement sur la chose avec Ashley. Donc, on n'a pas... Enfin, il faudrait que vous alliez voir mon ami Damon Daniels parce que c'est lui qui a fait les impressions de mon travail pendant des années. En fait, il a une espèce de scanner géant parce qu'on n'a pas voulu prendre des photos, mais on a scanné les objets. Il y en a très peu aux États-Unis. Il y a la Fondation Getty, la NASA, Boeing, et je ne sais pas d'où il tient le sien, mais enfin bon, voilà, c'est un truc qui vaut une fortune. Et moi, je suis arrivée avec toutes mes ordures au retour de l'aéroport et je lui ai dit, ça t'embêterait de scanner tout ça? Heureusement, il me connaît, il sait que je suis tarée, donc forcément, ça a bien arrangé les choses. Et en faisant cela, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de petites choses aussi, et donc on a fait des copies. Et parce que je voulais que les gens aient quelque chose en main et qu'ils comprennent de quoi on parle. C'était pas juste présenter quelque chose comme si c'est une sculpture. Non, non, il fallait en faire quelque chose, une installation. Ce sont des icônes qui nous représentent, ces ordures. Alors, Ashley a inventé des histoires comme si ces objets étaient des migrants. Et, cette chose, par exemple, eh bien, on l'a appelée Esteban. C'est pas l'objet que vous voyez là, c'est Esteban qui s'est promené, qui vient du Pérou. On ne sait pas pendant combien de temps il a marché, on ne sait pas pendant combien de temps il a voyagé, mais en tout cas, voilà, Esteban est arrivé entre nos mains. Et donc, on a inventé des histoires et on a continué à penser à l'eau, à la mer, à l'océan, à l'horizon. Nos anciens, ils regardaient tout cela et ils ne voyaient pas l'océan qui nous divise. Ils voyaient la mer comme étant un moyen de connexion entre les civilisations. L'océan a toujours été et est toujours quelque chose de plus grand que ce que nous pourrons réussir. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on perd un peu tout cela de vue. Alors, une des choses que nous avions vraiment envie de faire, c'était de faire en sorte qu'Esteban et les autres deviennent un objet de conversation. Donc, on a démarré cette série de travail. Il y a un marchand d'art qui s'appelle Brandy Adams. C'est une femme, une marchande d'art. Donc, à Dallas, elle nous a organisé l'expo, enfin, l'installation, qui s'est aussi promenée un petit peu aux États-Unis. Et à chaque fois, je me rendais compte que les gens regardaient tout cela et disaient oui, enfin, il y a une femme un jour qui est venue me voir et j'avais une tête sans doute ahurie et elle m'a regardée et elle m'a dit mais je n'avais aucune idée qu'il y avait des ordures dans la mer. Et c'est là que je me suis rendu compte au cours de cette conversation que voilà, on ne peut pas se débarrasser de la chose, il faut prendre conscience. Donc il faut continuer à augmenter la prise de conscience. Alors évidemment, et aussi parler d'action, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment un moyen de faire comprendre aux gens ce qui se passe avec ce que nous avons, ce que nous faisons de nos objets. Et surtout, faire comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Jane Goodall, on ne peut pas espérer une croissance économique exponentielle avec des ressources extrêmement limitées. Ben oui, c'est à méditer, c'est tellement vrai.
Vous avez tous entendu, je suis sûr, l'histoire de ce type qui ramasse les étoiles de mer, qui les sauve. Quelquefois, on regarde un peu tout ça. Ça, là, les ordures, là, c'est vrai que c'est trop tard. Je ne peux rien y faire, là, maintenant. Même si je faisais quelque chose, ce serait de toute façon minuscule. Mon père me racontait cette histoire, vous la connaissez certainement. C'est donc un type un jour qui se balade sur la plage et qui trouve des milliers d'étoiles de mer. Et il en prend une et il la balance dans l'eau. Et un autre promeneur arrive et de loin le regarde et se dit, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis finalement, ils vont l'un vers l'autre. Enfin, l'un va vers l'autre et puis il lui dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Donc, il en prend encore une autre étoile de mer et puis il dit, ben, je suis en train de sauver des étoiles de mer. Et l'autre lui dit, mais il y en a des dizaines de milliers, ça fera aucune différence. Alors, c'est pas grave, il sourit, il en prend une autre et puis il la balance à l'eau. Et au bout d'un moment, le promeneur qui regardait cet homme sauver les étoiles de mer en voit d'autres qui font la même chose, d'autres personnes, et qui lancent les étoiles de mer dans la mer. Donc en fait, cet homme-là, il avait démarré, il avait initié un mouvement et il avait été copié par d'autres. Alors on peut faire quoi? Quand on parle des objets à usage unique en plastique, c'est vrai que je me dis, mais on n'a pas pensé à tout. On s'est dit, ah ben ça c'est une super manière pas chère de transporter des produits. Mais après, on ne s'est pas posé la question de ce qu'on allait en faire. On allait les jeter. Voilà. Usage unique. J'ai pas tout trouvé à vous montrer sous forme d'illustration, mais il y a une publicité extraordinaire qui date des années 40 où on voit une femme qui jette en l'air des tas de choses en plastique et le slogan c'est plus besoin de faire la vaisselle. Voilà, bon évidemment de nos jours on ferait plus ça quand même, ça on a compris. Mais vous voyez, ça a quand même duré longtemps. Alors j'ai vraiment tout fait pour trouver une solution. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi et avec un ami de la NASA, on s'est dit qu'on allait on allait mettre en place quelque chose, un outil qu'on a appelé Lucide, pour pouvoir faire, je ne sais pas, pour pouvoir recenser, pour pouvoir en faire quelque chose, pour avoir des chiffres, pour avoir des faits, pour pouvoir lancer quelque chose. Alors, on fait tellement d'innovations. On a tous des iPhones, des smartphones qui nous disent combien de pas on fait dans la journée, etc. Enfin, mais c'est pas très utile, ça. En revanche, il y a des innovations qui sont importantes et qui nous permettent de nous concentrer sur ce que nous voulons faire. Alors donc, on a créé Lucide et on utilise comme base les fréquences pour des électroencéphalogrammes. Et alors voilà, c'est un petit peu spécial. Donc au début, vous voyez que des ordures quand vous regardez n'importe quel paysage, etc. Mais dans le moment présent, vous voyez, en vous servant de cet outil Lucide, pendant que vous regardez par exemple un tas d'ordures, eh bien ce que cela déclenche chez vous dans votre esprit, enfin dans votre cerveau. Et je crois que c'est le ministère de l'Environnement en Allemagne qui a utilisé des bateaux aussi pour récupérer ou pour faire des sondages sur le microplastique dans la mer, etc. Et puis, il y a d'autres initiatives qui sont prises à droite, à gauche, etc. Et voilà. Mais l'utilisation enfin, et c'est vraiment bien, mais à cette époque-là, je ne m'étais pas vraiment encore rendu compte que pendant que moi, je suis en train d'essayer de chercher à générer cette prise de conscience, je ne génère pas autant d'empathie que ce que j'aurais voulu déclencher. Parce que la prise de conscience, c'est une chose, mais le sentiment qui va avec, en général, c'est « oh là là, c'est déprimant tout ce qu'on est en train de faire à cette planète ». Bon, mais on ne crée pas d'action. D'où l'idée de Lucide et de l'électroencéphalogramme, pour voir ce que ça peut déclencher. J'avais envie de travailler avec des scientifiques pour comprendre comment ça fonctionne et comment on peut générer, non pas
vraiment je sais pas, de l'apathie la plupart du temps parce qu'on se dit ah là là c'est bête mais on ne fait rien, mais générer de l'action. C'est vrai qu'on n'a aucune chance de nous débarrasser de la mer. Enfin, je veux dire, elle va augmenter. Le volume de la mer va augmenter avec le réchauffement climatique. On ne protège rien. On protège absolument rien. Enfin, on protège quoi? Peut-être 4% dans des zones que l'on appelle des espaces protégés. Alors, quand on fait de la protection d'espaces marins, par exemple, eh ben, souvent on pose des questions bêtes à ces gens-là. Ben, comment vous faites pour protéger cet espace-là? Comment est-ce que vous savez que c'est efficace quand vous créez une zone, on va dire un espace marin protégé? Comment vous savez ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans, si ça va durer, etc. Donc j'ai posé pas mal de questions comme ça à des scientifiques et la plupart du temps, quand je leur demande justement comment vous faites, etc., ils me disent qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas les ressources. Alors, on a trouvé un mot polynésien qui s'appelle taku, mais qui veut dire tabou, en fait. C'est un concept. Par exemple, pendant tout ce temps-là, on ne pêche pas dans une certaine zone et au bout de 6 mois, après ne pas avoir pêché dans cette zone-là, ils vont compter les poissons et donnent soit le feu vert, soit le feu rouge pour la pêche. C'est un concept de régénération et je me suis dit, il faudrait trouver un moyen technologique de faire la même chose. Ça, c'est l'observation en Polynésie. On en parle toujours beaucoup, mais personne n'utilisait vraiment la technologie. Enfin, il n'y avait pas, on parlait d'investissement, on parle de Bitcoin, on parle de tout ça, mais je trouvais ça manquait, quoi, il n'y avait rien. Là, on parle de technologie blockchain. La seule chose que le blockchain peut faire, c'est de promouvoir d'une certaine manière la décentralisation. Ça permet de signer des contrats tout autour du monde, etc. Bon, voilà. Ça peut aussi augmenter la transparence tout autour de la planète parce que tout le monde est au courant de tout. Donc, on s'est dit, on veut un petit peu ce système-là de blockchain, mais adapté à notre propos. Il y a différents projets, vous le savez, pour protéger la mer. Il y a des programmes de sauvetage des baleines, des dauphins, des animaux divers et variés, de l'eau, la propreté contre le plastique. Il y en a plein qui sont disséminés à droite à gauche. Mais ça manque de capitaine parce que il y en a pas un qui gère ou une qui gère l'affaire, il y en a plein. Comment est-ce qu'on peut faire pour rassembler tous ces projets, mettre en place une plateforme de manière à ce qu'on puisse se connecter avec tous les projets? Et on s'est dit que, eh bien voilà, c'est le projet Océan, la plateforme Océan. Ça sera ça parce que ça, voilà. Je suis à la base un artiste, mais je peux pas usurper ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un technicien, mais finalement c'est un projet qui émane du monde des arts et c'est très bien comme ça. On s'est mis d'accord, il y a les objectifs aussi des Nations Unies pour le développement et la protection de l'environnement. On s'est dit qu'on pouvait se mettre en lien avec eux, ainsi qu'avec l'Union internationale de la conservation de la nature, quand même pour avoir aussi des partenaires sur lesquels s'appuyer. Et puis, et il y a des milliers et des milliers de banques de données au sujet de l'environnement, de la nature, etc. Mais nous, on en veut encore plus parce qu'on ne comprend toujours pas comment, malgré tous ces milliers de données, on peut encore en être là. Alors, on s'est dit qu'il nous fallait un réseau. Ah, ça c'est ce que ça, c'est le principe de base lorsque l'on veut travailler sur quelque chose. Mais on s'est dit, voilà, il nous faut un outil qui va nous permettre de matérialiser tout ça, de faire en sorte que ça devienne intéressant et que les gens s'y intéressent. Alors, on a créé une crypto-devise qui s'appelle la devise Océan, ou Océan tout court. Calqué sur le modèle des bitcoins et autres monnaies virtuelles. On s'est dit, il y a
il faut, pour faire ça, mesurer la valeur des ressources maritimes. Il y a, par exemple, une certaine sorte de thon qui a été surpêché, etc., qui n'existe quasiment plus et qui, entre-temps, a atteint la valeur de 1,4 million de dollars. Ben oui, puisqu'il n'y en a plus. Alors, on s'est dit, si on avait 4 de ces poissons, de ces thons qui sont protégés, alors on aurait 1,4 multiplié par 4. Mais pour faire ça, et pour pouvoir calculer la valeur réelle, parce que la devise virtuelle, il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose de vrai. Donc, n'importe quelle valeur ou quelle devise virtuelle qui existe dans le monde, et il y en a un petit peu partout, est toujours calculée à partir d'une valeur existante, telle que ça peut être l'or, ça peut être un autre métal, ça peut être du pétrole, ça peut être n'importe quoi. Et nous, on s'est dit, comme valeur d'appui et réelle, on va prendre la valeur de ce qu'il y a dans l'océan. Alors, on va compter les poissons. On va compter les poissons et quand on aura trouvé qu'il y a 20 dauphins, 50, enfin dans une zone donnée, 50 thons, ou peu importe, on va multiplier leur valeur et c'est ça qui nous donnera la différence. Si et si ensuite vous incitez tous les gens autour de vous à investir dans cette devise, eh bien le prochain qui viendra vider n'importe quoi, du pétrole, un résidu de diesel dans l'eau, un sac en plastique ou n'importe quoi, vous irez lui faire la peau. Enfin, en tout cas, vous irez discuter avec lui parce que c'est pas tout à fait normal, parce que il va endommager la valeur dans laquelle vous avez investi. Donc, il faut trouver effectivement un outil pour faire ce fameux comptage. Mais on utilise plein de systèmes qui existent déjà, la reconnaissance visuelle, etc. Par exemple, je vois ici qu'il y a un thon bluefin, par exemple. Et dans la même zone, il se pourrait qu'il y en ait un autre, mais il se pourrait qu'il y ait d'autres choses aussi intéressantes, etc. Et c'est comme ça que vous déterminez la valeur. Si moi, je vous donne 10 $, et tout le monde l'a vu ici, et plus tard, il y aura une conversation sur pourquoi je vous ai pas donné les 10 $ alors que, mais si, il m'a payé les 10 $ et pourquoi, etc., etc. Bon, et puis ça va faire le tour de la salle, chacun va en parler et puis on va raconter une histoire au sujet des 10 $. À la fin de la journée, ça ressemblera plus du tout à la vérité, peu importe. Mais c'est là-dessus qu'on veut néanmoins s'appuyer, ça s'appelle un peu le téléphone arabe chez nous, c'est là-dessus qu'on voudrait s'appuyer pour faire justement avancer cette histoire de valeur et de devise océan. Pour l'instant, on est dans un no man's land. On sait sans doute beaucoup plus de choses sur l'espace qu'on ne sait sur les océans. Mais, enfin, c'est une aventure. On part dans l'inconnu total, mais voilà notre rêve, quoi. C'est d'avoir cette possibilité, offrir la possibilité d'investissement comme ça à nos concitoyens en nous appuyant sur une valeur réelle. Et on a un produit qui s'appelle Algix, par exemple, qui nous permet de faire des recherches spécifiques sur un produit spécifique. Et puis, il y a des bouées qui sont équipées de différentes sondes, etc., qui nous permettent aussi de faire le recensement de ce qu'il y a dans l'eau, etc. Et voilà. Et tout le monde a la possibilité d'apporter sa connaissance. En général, d'ailleurs, dans ce monde, quand vous apportez quelque chose, on vous récompense. Eh bien, on vous récompensera avec la devise. C'est comme ça dans le monde. Alors, pourquoi ne pas utiliser toutes ces bonnes volontés, ces idées qui existent, mais surtout les innovations et la technologie? Voilà pourquoi on a mis en place tout cela. On est en train de travailler sur le process, on va dire. On va mettre en place des genres de recommandations, des guidelines, comme on les appelle, pour pouvoir définir ces fameuses bouées, ces fameuses sondes que nous voulons mettre en place un petit peu partout dans le monde. Et chacun peut bien sûr participer en fonction de ses connaissances. Ça marche pas bien, mon truc. Voilà, je m'acharne un petit peu sur cet engin. Peut-être que quelqu'un peut m'aider, je ne sais pas, me faire avancer ces slides. Non, parce que j'avais des photos à vous montrer de ce fameux équipement sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle, mais ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Bon, mais peu importe. Enfin, ce qui est vraiment... Ah, ben les voilà. Voilà, c'est une société qui s'appelle Spoon Drift qui travaille là-dessus. Moi,
je n'ai pas d'action chez eux, hein, si on peut dire. Mais enfin, je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment très très bien, parce que évidemment, c'est équipé et bourré de sondes. Hein. Ils travaillent actuellement sur les températures, mais on peut les équiper avec tout un tas de logiciels. On peut acheter une bouée comme ça. Et d'ailleurs, vous tous, hein, vous pouvez individuellement acheter votre bouée si vous êtes proche de la plage, par exemple, et puis hop, vous la laissez flotter un petit peu, équipée avec ces sondes, et puis vous voyez ce qui en sort. Évidemment, ça coûte quand même un peu cher, hein, ça coûte 6 000 à 7 000 dollars la pièce. Mais puisque nous, on veut s'en servir à grande échelle, évidemment, ce ne serait pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si vous avez des objectifs spécifiques, mais nous, on a un magasin à côté de chez nous où on peut acheter pour 35 dollars un genre de tout petit ordinateur. Ça coûte 10 dollars. Et vous pouvez le programmer, vous pouvez mettre un code et vous pouvez, par exemple, recevoir des données à partir du moment où il y a un doublage avec un logiciel qui va avec et recevoir les données dont vous avez besoin. Voilà. Alors, en fait, c'est à ça que je voulais en venir aussi, c'est que acheter la bouée 7 000 dollars, ça coûte un peu cher avec les logiciels qui vont avec, etc. Puis vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais peut-être que dans un souci de proximité, de protection de votre environnement proche, vous pourriez investir dans un de ces petits ordinateurs, petits logiciels. Voilà. Alors maintenant, il y a encore un autre problème, c'est que on est envahi par les données aux États-Unis. On a accès à beaucoup de données qui sont transmises par des bateaux. Par exemple, des navires divers et variés qui font des sondages, qui font des analyses, etc. Mais souvent, les données peuvent être aussi cachées, cryptées, inaccessibles, etc., bloquées, ou alors on n'a pas les instruments qui nous permettent de lire ces données. Donc, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on puisse avoir accès aux données qui nous intéressent et qui sont en lien avec le sujet, quelque chose qui se passe dans un domaine spécifique. Et on est en train d'essayer, de chercher la technologie qui nous permettra de faire cela. Parce que tout n'est pas non plus intéressant, on ne peut pas travailler sur tout. J'ai parlé au président d'une grande société de développement technologique, beaucoup d'innovation. Et moi, je n'ai pas voulu spécialement me mettre en avant, je voulais juste transmettre une idée, comment mettre en place, par exemple, un système qui sera ensuite reproductible ou en tout cas échangeable avec d'autres pays dans le monde de manière à ce que tous les pays puissent travailler sur la même chose au même moment. C'est pas moi qui vais le faire, mais cette technologie-là nous permettrait d'avancer. Et puis, il y a aussi la loi. Quand vous êtes... imaginons que quelque chose arrive dans vos eaux territoriales et largue son fioul ou ses ordures. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est un peu difficile, à part en ce moment. Mais il y a aussi, par exemple, des pays qui n'ont pas, par exemple, d'armée, qui n'ont pas de force navale. Il y a des bateaux qui arrivent dans leurs eaux territoriales, mais ils ne peuvent rien faire. Alors, il y a aussi les pays souverains, les pays alliés, puis il y a des systèmes de monitoring. Alors, le monitoring, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez qu'il y a un bateau qui s'approche de vos eaux territoriales. Ça ne veut rien dire, vous n'avez rien fait avec ça. Voilà. Mais il y a un truc absolument génial qui a été développé. C'est un genre de gros jet ski qui a même un système d'arrestation de navires. Alors, j'ai parlé au président de Sea Shepherd, vous connaissez toute l'histoire de Sea Shepherd, etc., et de la manière dont il chasse les navires qui viennent pêcher des espèces interdites, etc., entre autres.
Eh bien, oui, mais la plupart du temps, voilà, une fois que vous avez constaté qu'il y avait un navire ennemi, entre guillemets, qui avait de mauvaises intentions, qui arrive dans vos eaux territoriales, etc., tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de lui courir après. En général, ce sont des navires qui ont de fortes puissances, et puis vous en avez moins. Enfin, ça dépend de la manière dont vous êtes équipé, mais bon, ça donne pas toujours des choses très satisfaisantes, hein. Alors, ce jet ski, il accélère à fond, mais ça va extrêmement vite, hein. C'est un truc qui est téléguidé, il n'y a aucune vie humaine impliquée. Évidemment, et ce ne sont pas toujours des méchants d'ailleurs, hein, qui rentrent dans les eaux territoriales, hein. Quelquefois, bon, voilà, il y a aussi des arrêts d'urgence, il y a des choses comme ça. Mais cette petite chose-là peut faire des miracles. Peut faire des miracles. Coupez le micro. Et on essaye de faire une corrélation donc entre les données qui sont reçues sur les fameux écrans de monitoring et ce que l'on peut faire avec cet engin qui va aller bloquer les bateaux, qui va littéralement leur rentrer dedans et qui va les obliger, en se mettant, en positionnant devant les trams, à s'arrêter et à ne pas continuer leur route. Alors, évidemment, on est en phase de perfectionnement, hein. Sur ces engins-là, ça ne fonctionne pas encore très très bien, mais on a vraiment beaucoup d'espoir. Et on a toujours aussi beaucoup d'espoir de... Allez, si on arrive dans un premier temps à sauver 30% de tous ces océans, ce serait déjà très, très bien. Quand on commence à faire ce travail-là, c'est assez angoissant, hein. Je suis sûre que vous savez, enfin, vous comprenez de quoi je parle, surtout si vous êtes passionné par l'innovation. Et si vous êtes là, c'est parce que vous faites de l'innovation. Et c'est donc que vous êtes un peu fou, pas parce que vous m'écoutez, mais parce que il y a quelque chose, ce grain de folie dont on a besoin pour inventer, pour faire de l'innovation, pour avoir une idée, parce que vous vous posez constamment la question. Mais on peut certainement faire mieux. Il y a certainement une meilleure manière d'avancer. Et c'est génial parce que j'espère que ça fait avancer de nombreuses personnes. Moi, je ne vous aurais jamais parlé comme ça il y a un certain nombre d'années qu'en tant qu'artiste, j'allais redevenir un petit gamin qui est passionné par l'eau, la mer et les océans. Mais voilà, c'est fantastique de faire ça. Regardez les gens autour de vous. Tous les gens autour de vous ne sont pas normaux, parce que les gens dits normaux ne font pas des choses extraordinaires. Donc, je vous encourage à être un petit peu fou, justement. Bref, j'aimerais vous lancer un défi, parce que c'est bien de parler tout ça, mais ensuite... il faut quand même un tout petit peu devenir concret. Donc, l'année prochaine, en février, il y a un sommet qui va se tenir, qui est le sommet des océans. Ça va durer 3 jours. Et on va faire du brainstorming, on va inviter des innovateurs, des gens qui racontent des histoires, des storytellers, comme on les appelle. On va inventer des artistes, on va inventer des scientifiques, on va inviter tous ceux qui peuvent faire passer un message. Tous ceux qui peuvent faire passer un message, on va tous les rassembler parce que on a déjà eu des réunions comme celle-là, hein. On s'est déjà retrouvés et puis un jour, il y a eu une réunion avec Richard Branson qui, vous savez, Monsieur Virgin, hein, qui a dit, eh bien, enfin, je sais pas, il y a eu un moment de détente, on était tous allongés dehors dans des chaises longues ou dans des hamacs et tout ça, et on regardait le ciel. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, mais ce serait quand même génial, enfin nous on vivra plus ça, mais ce sera quand même génial le jour où on pourra aller se balader dans l'espace comme ça, ou sur une planète ou dans une autre galaxie. Et c'est comme ça qu'est né d'ailleurs Virgin Galaxy. C'est un projet qui est en cours et qui est donc développé par la société de Richard Branson. Et donc, à partir de là, j'ai réagi en me disant, eh ben, puisque ça donne naissance à un vrai projet, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, on n'appliquerait pas la même recette pour trouver quelque chose de très concret sur les océans? C'est vrai que la mer a été attaquée de tous côtés et il va falloir maintenant prendre sa défense. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité et de m'avoir écouté surtout. Merci beaucoup.